Salut, c'est Mascar pour Hypnomachie. Salut, c'est Romain pour Hypnomachie. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Romain de... Sommeil. Eh ben les amis, aujourd'hui on est avec Romain. Bonjour. Donc Romain, tu es somnologue. Exactement. Alors c'est quoi un somnologue? Alors un somnologue, c'est maintenant une surspécialité médicale. Mmh. Où, globalement, c'est des médecins qui se spécialisent pour étudier le sommeil, diagnostiquer les troubles du sommeil, les apnées du sommeil par exemple, le somnambulisme, les insomnies, et puis les traiter. Ok. Et une question comme ça, parce que moi j'ai découvert la somnologie avec toi. À ton avis, comme ça, comment ça se fait que ce soit pas plus connu par rapport à d'autres spécialités alors qu'on a tout autant besoin de somnologues que d'autres choses? Alors, en fait, l'étude du sommeil, elle est connue depuis très très longtemps. Après, la somnologie en tant que telle, elle naît en France avec Michel Jouvet, qui était malheureusement parti en octobre de 2017, là, qui a découvert en fait le sommeil paradoxal, c'est la phase du sommeil où il y a le rêve émotionnel. Et donc c'est assez récent parce que c'est les années 60, fin des années 60, et puis ça rapporte pas beaucoup de sous quand on étudie le sommeil, alors que ça rapporte vachement plus d'envoyer des médicaments. Donc ça reste encore un petit peu à part, et puis le diplôme pour être somnologue est assez dur, il y a 50% de réussite. Et puis des études médicales, une fois que tu as passé ton ECN, normalement tout est un peu très cool. Alors que là, c'est un peu plus dur. D'accord. Je me rends pas compte 50% de réussite par rapport aux autres diplômes. Alors les DU, généralement, enfin c'est des diplômes universitaires ou interuniversitaires, généralement tu as 80% de réussite, 70-80. Là quand tu as 50, et puis en plus tu as un examen écrit, un examen oral, un stage, c'est un donc peu c'est lourd. pas sexy quoi pour beaucoup d'étudiants. C'est pas sexy, ouais. Mais même si le thème est très intéressant, ça demande du temps et du travail. Ok. Alors en plus, il y avait pas mal de followers de ma chaîne qui m'avaient posé des questions sur le sommeil, et puis du coup je m'étais dit on va se faire un truc ensemble, parce que tant qu'à faire, voilà, j'ai la chance de connaître un spécialiste, donc voilà, on va vous en faire bénéficier. Alors notamment il y avait certaines personnes qui m'avaient pas mal parlé du sommeil polyphasique, parce que tu sais il y a tout un lien entre l'hypnose et le sommeil. Hypnose c'est le sommeil, donc fatalement on est sur des thèmes connexes. Et notamment, voilà, toi tu m'avais parlé de certaines études récentes que tu avais vues sur le sommeil, que tu avais envie de partager avec nous. Alors ouais, avant du coup de parler de sommeil polyphasique, juste parce que ça sera plus simple je pense pour comprendre, le sommeil il est globalement séparé en deux phases. Tu as le sommeil lent profond qui permet la récupération. En gros, pour ceux qui se souviennent des cours d'SVT d'il y a bien longtemps, on utilise de l'ATP dans toutes les réactions de notre corps. Quand c'est utilisé, ça donne de l'ADP, et c'est ça qui s'accumule, qui fait qu'on s'endort. Et qui fait que c'est recyclé pendant le sommeil lent profond. Et de l'autre côté, tu as le sommeil paradoxal, où là on a le rêve émotionnel. Donc on a quelque chose quand même qui est phasique, qui est cyclique dans le temps, périodique, et qui ouvre en fait ce qu'on appelle des portes de sommeil. On en a trois normalement. On en a une qui est entre 10h du soir et minuit. Voilà, on peut s'endormir. Une entre 5h et 7h du matin, on peut se rendormir. Et une bien connue entre midi et 14h, la petite sieste après déjeuner. D'accord, tu veux dire que dans ces portes de sommeil là, c'est les moments privilégiés pour s'endormir où le sommeil est le plus réparateur? Alors c'est le moment privilégié parce qu'à la fois il y a une pression de sommeil qui est assez forte, c'est-à-dire qu'on est réveillé depuis longtemps. Quand il est 10h du soir, ça fait longtemps qu'on consomme de l'énergie, donc il faut qu'on récupère, c'est l'homosthésie. Et de l'autre côté, l'autre mécanisme, c'est le processus circadien. C'est nos hormones qui sont sécrétées, notamment la mélatonine qui est sécrétée à la pile vers minuit, 23h minuit, qui fait qu'en fait ça fait des petites portes où on peut facilement s'endormir. Donc ce seraient des moments où les personnes qui ont du mal à s'endormir devraient entre guillemets privilégier le fait d'aller se coucher pour... Exactement. Après il faut bien se connaître, on peut être en fonction de notre sécrétion de mélatonine, certains c'est vachement plus tard, c'est des couches tard, il y a des couches tôt, il y a les longs dormeurs, les courts dormeurs, mais ouais, globalement c'est des fenêtres à privilégier. Des études que j'ai vues, c'est le docteur Delage-Giclet qui a fait ça avec, je me souviens plus de son nom, un skipper, sort du cadre. Vas-y, prends tes notes, y a pas de... c'est bon, on est tranquille, là, moi aussi j'ai mes petits machins et tout. Voilà. On a un petit truc. Fabrice Amadeo, qui est un skipper du coup qui fait le Vendée Globe. Et ça fait maintenant peut-être 5-6 ans qu'il est suivi tout le temps dès qu'il fait ses courses avec tous les capteurs pour voir son sommeil. Et eux, ils ont besoin clairement d'un sommeil polyphasique parce que tu peux pas dormir 8 heures dans un bateau. Donc le sommeil polyphasique, juste pour les internautes qui connaîtraient pas, c'est de couper son sommeil en plusieurs tranches. En plusieurs tranches. En fait, c'est tout le travail d'essayer de se créer plus de portes de sommeil. En fait, de passer de 3 portes à 7 portes et puis de pouvoir s'endormir, récupérer en 60-90 minutes pour être au taquet après. Donc l'idée c'est vraiment de s'augmenter les portes dans lesquelles on peut avoir un sommeil réparateur tout de suite. C'est ça. De sorte à est-ce que ça fait moins dormir globalement? Alors ça fait un peu moins dormir parce qu'on coupe en fait
fait ce qu'on appelle le sommeil lent léger, qui est une activité cérébrale qui est un peu plus lente, qui n'est pas récupératrice, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on part du principe que c'est une sorte de transition entre l'éveil et le sommeil lent profond. Alors il est suivi, lui il arrive vraiment à faire globalement avoir 7-8 portes de sommeil, et puis il a tout plein de techniques, il se met sur son bateau, et puis il lève son t-shirt, il prend le froid du vent, ça diminue sa température corporelle, le fait de diminuer la température corporelle permet de mieux s'endormir, le corps comprend, il dit ah tiens il fait plus froid, on dort. Et ça marche très bien pour eux parce qu'ils sont entraînés. Mais il reste à la fin quand même une dette de sommeil, c'est-à-dire qu'après la course, ils doivent quand même bien se reposer. Ça marche bien chez eux, et puis c'est un type de patient pour les somnolgues qui est particulier. C'est des gens qui font des courses, qui sont en stress tout le temps ambiant, qui en même temps le truc de compète, c'est pas les gens lambda entre guillemets. Tu parles de dette de sommeil, ça veut dire qu'après avoir dormi comme ça, justement, quelque part, c'est pas réellement reposant? C'est pas réellement reposant parce que c'est pas réellement reposant. Après, pour te dire pourquoi c'est pas reposant, je pourrais pas te le dire en soi. Mais ils ont besoin de récupérer un moment, c'est sûr. Après, moi j'imagine, et puis c'est ce qu'on voit des études, que la continuité du sommeil permet de mieux récupérer, parce qu'il y a ce côté cyclique, et que quand on parle de sommeil polyphasique, on essaie de recaler ces cycles-là un peu dans la journée, mais on ne sait pas vraiment si tous les cycles sont de la même taille, s'ils sont composés de la même façon, et puis si en plus l'alternance des différents cycles n'est pas assez un peu plus importante qu'on le pense. On pourrait se dire, bah tiens là j'ai fait du sommeil lent profond, puis du sommeil lent profond, puis du sommeil paradoxal, c'est bon, j'ai fait ma nuit, mais est-ce que la jointure entre les deux est pas plus importante? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que comme d'habitude, quand on essaie de casser quelque chose que la nature, j'aime pas trop parler de trucs naturels, ça veut rien dire en fait, mais bon, je vais quand même le faire, que quand la nature a prévu un cycle global, à force d'essayer de le refaire artificiellement, est-ce que le tout est pas supérieur à la somme des parties, etc. Exactement, et puis après, il y a l'autre idée, c'est de se dire, peut-être si un skipper arrive à s'adapter, et arrive à passer d'un sommeil qui est continu à un sommeil polyphasique, peut-être que c'est le chemin inverse a été fait. Peut-être que nous on est parti d'un sommeil polyphasique qui aurait été avantageux même biologiquement de se dire je suis dans une grotte, il n'y a pas de porte, si je dors par quart plusieurs fois on est plus disponible, je suis plus disponible pour raviver le feu, pour dégager les animaux. On peut le penser que petit à petit on est passé à un sommeil biphasique, puis après un sommeil monophasique comme aujourd'hui. Parce que, alors justement, on va en reparler dans quelques instants de l'aspect un peu historique du sommeil, parce que moi c'était une des choses que dont je voulais parler avec toi dans cette vidéo, c'était à quel point est-ce que notre sommeil comme ça d'un bloc, de dormir 7 heures, 8 heures, 9 heures d'un bloc, est en fait totalement, enfin, il n'est pas mythique, mais en tout cas c'est un construit social et sociétal. Moi, pour préparer cette vidéo, j'ai vu que justement que l'OMS recommandait pour les adultes de dormir entre 7h et 8h, 8h30 à peu près, mais qu'en fait c'est une recommandation qui vient d'une autorité qui vient d'en haut, d'un chaman culturel, et qu'en fait bien peu de gens ont eu la liberté de se dire, et moi comment je fonctionne au niveau du sommeil. Absolument, et on laisse pas du tout cette liberté. Alors sur les durées normales de sommeil qui sont conseillées, on a fait on dit 7-8 heures, c'est des stats, ils n'ont pas interrogé tout le monde. Il y a plus des gens qui ont besoin que de 5 heures et c'est très efficace, c'est super, il y en a qui ont besoin de 10 heures facilement. Les adolescents ont besoin par exemple de plus de temps, de beaucoup plus de temps, ça a été prouvé parce qu'on a un système nerveux qui se mature. C'est le frontal et en même temps ça paraît logique, sauf que on voit bien sociétalement que l'heure du début des cours ne change pas entre la 6e et la terminale. Tu commences toujours à 8h, mais tu te couches de plus en plus tard parce que tu n'es pas fatigué. Donc, il y a un construit social. Si on reprend l'idée tout à l'heure, on peut imaginer que c'était un sommeil polyphasique au départ. On retrouve pas mal, même dans l'Antiquité, un sommeil biphasique, où il parle par exemple, c'était Virgile dans l'Énide, je crois. Il parle d'un premier sommeil, puis d'une phase où en fait ils font les rites, ils font toutes les prières, puis après d'un deuxième sommeil. On le retrouve aussi au Moyen-Âge, où là il y a un terme qui s'appelle la dorveille, j'aime bien ce terme, ça. Où là pareil, il y a des écrits, c'est drôle, même des images, où globalement ils font les prières, ils font aussi l'activité sexuelle, parce qu'il faudrait, le must c'était tu récupères pour la première partie de nuit, c'est le sommeil en profond, tu fais tes prières, tu fais ton activité sexuelle, tu rêves, et puis ça fonctionne bien. C'était tous ces moments-là, tu avais tous les récits aussi, c'est le moment aussi où on racontait ses rêves. Aujourd'hui c'est un truc qu'on fait plus parce que on se réveille bien après et on s'en souvient plus. Moi j'étais tombé comme ça sur un traité du XVIe siècle effectivement qui disait reproduisez-vous avec votre femme justement entre ces deux sommeils parce que vous êtes juste un petit peu bien, vous êtes dans la chaleur de la nuit, vous avez quand même vous n'êtes pas exténué par la journée de travail, etc. C'est un moment assez bizarre, pour le coup moi je le vois bien en garde, quand t'es réveillé à 1h, 2h du mat, t'es pas très bien mais pas très mal non plus, tu sais pas trop ce qui t'arrive.
Ce qui est assez intéressant. Une parenthèse, parce que toi qui es médecin, du coup, donc, qui fait des gardes, t'as quand même l'occasion de tester sur toi le sommeil polyphasique de façon hyper concrète. Enfin, je veux dire, quelque part, les pompiers et les personnels médicaux, c'est encore les seuls dans notre socioculture qui ont encore une expérience directe de ce sommeil-là. Qu'est-ce que, Alors, pendant les gardes, personnellement, en termes d'expérience, alors, quand on est arrivé dans la garde, on a l'éveil confusionnel de base, où très vite, t'as un petit peu la tête dans le cul. Après, ça va mieux. Et dans la nuit, pour le coup, je trouve que je fais plus d'erreurs. Tu fais plus d'erreurs sémantiques quelque part. Par contre, tu es bien plus sensible, je sais pas, psychiquement peut-être avec les patients. Par exemple, moi, quand il y a quelqu'un qui arrive à 3h du mat, ça se passe toujours très bien. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de pleurs. Ça se passe bien. Par contre, après, quand je fais la prescription, il faut que je me concentre. C'est la petite expérience que j'ai. On était parti sur le sommeil biphasique. Ouais, on était sur le sommeil biphasique, notamment historique, donc tu étais sur le Moyen-Âge, le moment où ils faisaient les prières, etc. C'est ça. Et en fait, tout a changé. Enfin, ça a été très progressif parce que c'est environ sur 800 ans qu'il y a eu l'apparition de la lumière artificielle. Alors, tu sais, j'avais marqué 14e siècle en Kabylie, il y a la bougie. Alors, ça change pas grand chose parce que c'était que pour la noblesse, c'était que pour le clergé. Mais petit à petit, il y a des petites ordonnances. La première en 1258 par Louis IX qui décide de demander aux gens de mettre un pot-au-feu ou une petite bougie devant leur porte de chez eux pour éviter qu'il y ait des bagarres ou des vols dans la rue la nuit. Alors qu'avant, les mecs, ils n'étaient pas ça, ils s'en foutaient. Il était 18h, il n'y avait plus la lumière du jour, il n'y avait pas grand chose à faire, tu dors. Donc c'était une espèce de demande de prise en compte individuelle, privative quasiment de l'espace public, etc. Quelque part, alors qu'avant, ils se couchaient à 18h, ça se passait bien, ils se réveillaient à minuit, ils faisaient leur dorveille, et puis après ils faisaient leur deuxième nuit. Là, on commence à mettre un petit peu de bougie dans le noir, on ramène la lumière dans la ville. En 1524, pareil, il y a François Ier qui redemande ça, parce que même si ça marche pas très bien parce qu'il y a toujours autant de vols, les mecs, parce que tu vois une bougie, quand ça fond, les mecs ils attendaient juste que ça fonde. que ça fonde. Et puis c'est globalement au 19e siècle et 20e siècle, au début du 20e siècle, qu'il y a l'électricité dans tous les foyers à Paris. J'avais lancé des petits chiffres comme ça parce que je trouvais ça intéressant. Entre 1831 et 1870, on passe de 69 lanternes à gaz à près de 21 000 lanternes à gaz en Paris. Donc il y a vraiment un engouement même. Et donc là, c'est vraiment manifeste que c'est donc un construit social qui est lié à la technologie. Complètement, lié à la technologie. Et puis après l'électricité est arrivée, donc du coup on a pu s'occuper entre 18 et 20h, et puis 21h, et puis on a repoussé un petit peu notre endormissement pour arriver aujourd'hui à ce qu'on est à 22-23h. Où on s'endort et après on a notre sommeil qu'on connaît actuellement, mais qui a en fait 150 ans. C'est très jeune pour l'histoire de l'humanité. Déjà c'est incroyablement jeune, et puis ça me fait penser naturellement à un autre construit social qui est la notion d'heure d'hiver et d'heure d'été, parce que là on va pas tarder, parce que là on tourne cette vidéo en mars, elle sortira en mai, mais voilà, on la tourne en mars. A priori, il y a assez de travaux qui montrent les dégâts sur les nouveau-nés, sur les personnes âgées, etc. Enfin, tu me corriges si je me trompe. Et où pourtant on est toujours dans ce... Même s'il y a des députés qui ont proposé des lois pour essayer de rester à l'heure d'été pour limiter ces choses-là. J'étais aussi tombé moi dans mes recherches sur un chronobiologiste qui s'appelle Thomas Wehr, comme ça, qui est en 90. Ouais, tu l'as vu ouais. De 90-92 qui avait fait visiblement des études qui montraient que c'était beaucoup plus j'aime pas dire naturel parce que ça n'a vraiment aucun sens, je referai une vidéo là-dessus pour dire pourquoi naturel ça n'a aucun sens, mais que c'était plus naturel de dormir donc 2 fois 4 heures, de faire du dorveil, etc. Donc après pour moi c'est une bonne question, je mets un point d'interrogation parce que ça peut être naturel pour plein de gens et pas du tout naturel pour d'autres. C'est-à-dire que moi 2 fois 4 heures c'est pas possible pour moi. Mais pour d'autres personnes je vois que ça marche très bien, pour un skipper ça marche très bien, pour des moines, même il y a une étude d'Isabelle Arnufle qui est chef, qui est somnologue, chef à la Pitié, qui a fait une étude sur les nonnes et les moines parce que ils ont les matines, les machins, et tu regardes, quand on regarde leur température diminue vraiment, ils font un sommeil polyphasique, ça se passe, ou même biphasique, ça se passe très bien. Donc peut-être qu'au final on a tous on a à la fois un chronotype, c'est-à-dire qu'on est plutôt couche-tôt, couche-tard, et peut-être qu'on a aussi une façon de pouvoir s'adapter au sommeil et se dire non, on a peut-être des générités. Là il y a un
gros point d'interrogation et la génétique ne nous permet pas encore d'y répondre. Donc comme d'habitude, on n'est probablement pas sur quelque chose avec des stratégies pures, des vérités absolues, mais des choses qui sont relatives, un peu comme en diététique, en nutrition, à la génétique de chacun. Et donc on est... Ouais, donc ça c'est important pour les internautes, parce que je sais que sur Internet, il y a plein de vidéos ou de sites qui disent voilà ce qu'il faut faire, sans s'adapter et sans feedback de la personne à qui on va donner ce conseil. C'est ça, et ça pose des problèmes, parce que quand on dit voilà, c'est recommandé 8 heures par jour, et qu'il y a un mec qui arrive, qui est court dormeur, et qui se dit bon bah moi je m'endors à 22h, je me réveille à 3h du mat et je dors pas, il le dit à ses potes, ah t'es insomniaque, tu devrais aller consulter, le mec il dit ah je suis insomniaque, ah j'ai une maladie, ah je devrais, ça doute de soi, et là ça devient très compliqué, non, on se coupe de ses sensations corporelles et de soi, et d'un accès direct à soi en fait. Complètement, s'il n'y a pas de, en fait, pour la médecine du sommeil c'est assez simple, s'il n'y a pas de conséquences sur la vie diurne, si tu te sens pas fatigué, si t'es pas somnolent, bah t'as pas de trouble du sommeil. C'est pas grave. J'avais un ami comme ça qui dormait 5 heures par nuit, il avait juste le nerf qui faisait tout le temps, mais autant que je le connaisse, il a la chance de disposer donc de 3 heures de plus que la plupart des gens dans sa vie, ce qui est quand même assez sympa. Et c'est même encore aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, c'est encore très sociétal pour le coup. Tu vois que maintenant le sommeil c'est quelque part, ça fait écho à la performance, et les gens qui dorment peu, et ils travaillent plus et c'est mieux, ou qui dorment bien, ils sont plus efficaces. Donc les gens essayent un petit peu de se changer quelque part, ils disent ah non tiens, je dors 11 heures, c'est trop, je fais rien de mes journées. C'est encore l'oubli quoi. Puis c'est ça, parce qu'on repart dans une espèce de toute puissance d'essayer de contrôler des rythmes naturels qui nous dépassent encore, au moins encore un petit peu. J'avais vu il y a pas longtemps comme ça des espèces de représentations sociales sur l'orgueil du attends, moi j'ai pas le temps de dormir, ok. Tu vois, avec tout un... Non mais qui finissait par être valorisé dans certains milieux de la finance, du trading, comme étant le mec il est à fond quoi. Voilà, c'est-à-dire que sociétalement on en arrive à valoriser le mépris de sa machine organique, etc. Donc, et puis c'est tellement occidentalement d'ailleurs, parce que tu vas en Chine ou au Japon, là tu peux dormir au travail, ça se passe bien, et même pour le coup c'est valorisé, c'est il se donne tellement à fond qu'il dort au boulot, c'est bien. Tu vois, comme quoi il y a des trucs, puis ils ont des salles de sieste, ici on est encore très loin de ça. Donc on repart justement dans le... C'est marrant parce que dans une vidéo précédente j'avais parlé du Japon comme culture hautement sacrificielle, là pour le coup c'est nous qui sommes, enfin nous en Europe occidentale, qui avons un rapport assez particulier avec ça. Moi j'étais tombé aussi sur quelque chose, alors je sais pas si tu t'y connais là-dessus, mais c'était un monsieur qui s'appelle Dirk Jan Dick, je sais pas si tu connais ça, du Sleep Center de Surrey, comme ça, qui faisait des études sur comment est-ce que le manque de sommeil, la privation de sommeil, comme ça, altérait les gènes, jusqu'à 700 gènes altérés. Alors, je sais que c'est un peu des slogans, dès qu'on dit « Ah, mais si on mange gras, ça change nos gènes », donc en fait, tout change nos gènes, en fait, donc bon, peut-être pas non plus faire « Ah » comme ça, dès qu'il y a marqué « Ah, nos gènes », etc., mais de comme quoi ça pourrait avoir des effets vraiment, à un niveau quand même assez profond. Alors, ça peut avoir des effets. Moi, la seule notion que j'ai pour la génétique, pour le sommeil, c'est que globalement nos chronotypes sont assez stables dans le temps. Si t'es court dormeur, tu seras toujours court dormeur. Si t'es long dormeur, tu seras toujours long dormeur, tu pourras rien changer. C'est gène pair 1, pair 2, clock. Je crois que dans la biblio, il y a des trucs. Après, est-ce que la dette de sommeil change les gènes? La dette de sommeil, ce que je peux te dire, c'est que ça augmente le risque de cancer du sein, par exemple, chez la femme. Ça, c'est sûr. Donc après, je pense pas que ça soit au niveau de la génétique, je pense que c'est au niveau de l'épigénétique. Non mais, sachant que la dette de sommeil, c'est qu'est-ce qu'ils font pendant la dette de sommeil? Est-ce que c'est un travail posté? Donc en fait, ils sont réveillés entre 3h et 4h du mat, donc ils sont plus fins, donc ils mangent plus. Et là, on est très vite biaisé en fait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la dette de sommeil, être fatigué, c'est pas bon. Alors tiens, attends, parce que j'ai une question, parce que j'avais demandé justement, donc, comme je t'ai dit, j'ai quelques internautes qui m'ont posé des questions, alors j'ai trié un petit peu, mais il y en a quand même quelques-unes que j'ai trouvées vraiment très très pertinentes. Oui, est-ce que dans les études scientifiques sur le sommeil, est-ce qu'on différencie, alors on repart dans cette dichotomie naturelle-artificielle, mais est-ce qu'on différencie les sommeils naturels des sommeils artificiels? C'est-à-dire, est-ce que quand on va dormir au labo, et qu'on se dit, bon là je vais aller dormir, etc., tu vois, est-ce qu'on le différencie dans les études ou pas, par exemple? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Dans le sens, est-ce qu'il y a une différence entre le sommeil que tu fais pour être exploré au niveau du sommeil et le sommeil chez toi? Ouais, en gros. Alors, on le différencie pas, parce que au final tous les enregistrements du sommeil qu'on fait, ils sont au labo. Pour la simple raison que c'est des électrodes, qu'on pose le truc, et donc en fait il y a toujours un technicien derrière pour les remettre, pour qu'on ait un signal qui soit bon. Ça bouge beaucoup, donc généralement c'est que du sommeil entre guillemets artificiel, parce que c'est dans un endroit qui est pas le sien, qui est pas connu. Après les gens dorment étonnamment bien, pour en avoir vu pas mal. Ils pensent qu'ils vont jamais dormir, ils défilent partout, des ceintures.
Et ils dorment bien, Ok. vraiment. Mais c'est un des arguments de Dream, là, le Oui, petit casque. bah justement, on allait venir parce que tu m'avais envoyé une TEDx pour préparer Ouais. ce truc-là, justement. Ouais. Où c'est un casque, c'est fascinant. Moi, j'aime bien l'engouement scientifique qu'il y a là-dedans, et puis même l'engouement là, c'est un engouement privé. C'est super. C'est quoi Dream? Alors Dream, c'est un espèce de casque qui est comme ça, et qui est censé en fait capter tes ondes cérébrales. Voilà, il faut savoir que dans le sommeil, les ondes cérébrales sont, enfin, bref, elles se modifient un petit peu. Ça capte tes ondes cérébrales, ça te permet de mieux t'endormir. Alors que là, et puis d'augmenter tes ondes lentes. Le sommeil profond, il est fait d'ondes lentes, c'est dans une delta, c'est 0,5 à 2 Hz. Et il pense que quand on augmente ces ondes, quand l'amplitude augmente, et ben on récupère plus. Je mets un point d'interrogation là-dessus, mais En tout cas, c'est leur hypothèse. c'est leur hypothèse. Et puis le dernier truc, c'était que ça te permet aussi de te réveiller au moment le plus opportun pour toi, en fin de cycle, globalement. Un peu à la manière d'un simulateur d'aube, je vais y arriver. C'est ça, Ouais. un peu la manière, sauf qu'en fait ça te balance une semi... Enfin, globalement ça capte le sommeil, ça voit qu'il y a une modification de la fréquence de l'onde, donc du coup ça se dit ah c'est la fin d'un cycle, du coup paf. D'accord. Ils te mettent une petite musique et ça te réveille. D'accord. Mais c'est étonnant parce qu'en effet leur argument de vente c'est vous allez mieux dormir, on va pouvoir enregistrer, et puis on va en enregistrer plein chez vous et pas dans un labo. Oui c'est ça, parce que c'est vraiment d'amener la science directement dans la chambre à coucher, et en plus de ce que j'en avais vu, ils récupéraient des données pour après les transférer aux universités et commencer à sortir la science du labo pour l'amener chez les gens et grâce à la technique. Et l'idée est super bonne, vraiment il n'y a pas de problème, sauf que c'est un peu gonflé, faut le dire, parce qu'aujourd'hui on en a encore à mettre globalement des électrodes au niveau des yeux pour voir les mouvements oculaires rapides pendant le sommeil paradoxal, un EMG au niveau du menton pour voir l'atonie, l'électromyogramme, c'est pour voir en gros le tonus musculaire, et donc dans le sommeil paradoxal on n'a plus de tonus, donc ça nous permet de voir. On en est à avoir des dizaines d'électrodes sur le crâne pour capter avec un bon signal les ondes cérébrales, avoir des jambiers, enfin des capteurs de mouvement de jambes, avoir des ceintures ici et puis des trucs pour la ventilation. On a besoin de tout ça. Ouais, donc c'est pas encore bien miniaturisé et pas trop pénible comme... C'est ça, on a besoin de tout ça nous pour bien visualiser le sommeil. Je vois mal comment un petit casque pourrait faire tout ça. D'accord. Et en plus, ils vont collecter plein de données, ça oui, parce qu'il y a plein de volontaires, mais quelles données là, le seul, alors sur leur site, ils mettent que c'est scientifique et ils ont raison, ils ont une belle étude qui porte sur 14 sujets sains, non randomisés, pas en comparaison avec la polysomnographie qui est le gold standard là-dedans. Vous avez entendu le cynisme sur une belle étude sur 14 sujets, enfin, je dis quand même parce que... Non mais il faut les trouver, les sujets volontaires, qui sont pas sujets, c'est très dur à trouver, effectivement. Voilà. Et puis ils montrent en effet de façon surprenante que leur appareil permet d'augmenter les ondes lentes, et donc que ça permet d'augmenter la récupération. Moi je l'ai pas encore vu. Alors oui, ça augmente les ondes lentes. Est-ce que le fait d'augmenter l'amplitude permet de mieux récupérer ? Bon, à voir quoi, en gros t'attends de voir... honnêtement, à voir. Enfin ça t'intéressait quand même sur l'idée, tu me l'avais dit, genre il y a des mecs qui font quelque chose, bon faut voir quoi. Il faut toujours voir et toujours prendre du recul, et puis après c'est se méfier. Toujours. Parce que... mais en tout cas effectivement, avec là les progrès de la science, ça veut quand même dire que d'ici, je sais pas, j'en sais rien, je lance des dates à la con, mais d'ici 2030, on a quand même de bonnes chances d'avoir dans la chambre à coucher l'irruption de machines de mesure personnalisées, en lien avec justement nos terrains génétiques, de façon à faciliter le sommeil des éventuelles personnes qui pourraient avoir du mal. Ouais, je pense clairement. Là, il y a des autres études dans Paris où en fait, ils sont en train de travailler sur une combinaison. Donc, tu sais, c'est juste un shirt que tu mets, un truc ici qui en fait, il y a les ceintures intégrées, il y a un petit bonnet. Où là, c'est déjà un peu plus réaliste en soi, pour justement que les gens puissent le faire de chez eux. Plus facilement. Ok, d'accord. Ouais, ça va être super intéressant. Moi, j'attends beaucoup de ce genre de choses, que j'ai une vidéo de prévue comme ça sur la science et l'université. Et moi, je suis de ceux qui considèrent qu'on ferait mieux de ne pas laisser la science aux universités. Et du coup, je trouve ça génial que par la technique, on puisse avoir un semblant de décentralisation qui pointe le bout de son nez. Voilà. Histoire de pouvoir démocratiser la chose. Mais sans que ça perde son âme, parce qu'effectivement si c'est pour que le premier Jean-Michel du coin arrive et dise « Ah moi j'ai un avis, oui bon d'accord ». Non, je suis d'accord avec toi pour le coup, il faut en effet que la science soit aux humains et pas qu'il y ait une caste, pas qu'à l'université, surtout que l'université peut être biaisée, pas tout le temps, mais elle peut aussi, pour faire un peu de recherche universitaire c'est parfois compliqué, et en même temps il ne faut pas que ça soit n'importe quoi, il ne faut pas qu'ils le fassent de leur côté avec 14 patients, tout n'est pas acheté à l'université, bien au contraire, il y a quand même des choses qui sont bien. Ok. Parce que
Bon, clairement, quand il y a une vidéo sur le sommeil, beaucoup d'internautes viennent, bon, outre le fait pour... ils adorent Hypnomachine, qu'est-ce qu'ils veulent dire, oui, d'accord, super, mais il y en a beaucoup, notamment, qui sont intéressés par comment je peux mieux dormir. Parmi les questions que j'ai eues, j'en ai quand même, bon, enfin, je les mets comme ça, des fois que tu as des choses qui viennent, mais j'en ai eu quelqu'un qui m'a dit, pourquoi est-ce que quand je prends du café, ça me donne envie de dormir. Ah, bon, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais... Je sais pas. je m'en doutais un peu. Je me t'en touche. Voilà, ou pareil sur les simulateurs d'aube, pourquoi ça marche pas avec moi, etc. Est-ce que tu as des gens qui sont plus sensibles à ça, par exemple? Alors les simulateurs d'aube, théoriquement, vaut mieux se faire réveiller par la lumière du soleil. Okay. Ça, c'est sûr. Après, des études qu'on peut avoir, le must du must, c'est se réveiller en fait tout le temps à la même heure. Okay. Le cerveau est bien fait pour le sommeil, c'est étonnant d'ailleurs, mais en fait, si on se réveille tout le temps à la même heure, il va faire en sorte qu'on se réveille tout le temps à la même heure. Il y a des gens qui n'ont pas besoin n'ont plus besoin de réveil. Et les gens qui travaillent toute la semaine et ils n'ont plus besoin de ça, et c'est le must. Si on suit la lumière du soleil, bah, en fait, on n'a pas le réveil à la même heure. Donc, je sais pas si c'est le mieux, mais c'est mieux quand c'est plus agréable en tout cas de se réveiller par de la lumière progressive que par un ding ding ding. J'avais un de mes vieux maîtres comme ça sur le leurre de réveil. Il nous avait donné il y a très très longtemps un exercice à faire. Un vieux monsieur qui m'avait beaucoup apporté. Il nous avait dit essayez d'apprendre à vous réveiller sans réveil, par la force de la volonté et d'une certaine forme de programmation de l'inconscient au moment du sommeil, et de vraiment dire je vais me réveiller à telle heure, je vais me réveiller à telle heure, et de voir si ça marche. Il nous disait ça vous donne un bon indicateur de votre relation entre votre conscient et votre inconscient et comment ça fonctionne. Non, c'est joli, mais tu vois, c'est joli, ça me fait penser clairement à pendant, pour le coup, on peut dire des millénaires, on s'est réveillé sans réveil. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'on arrive jusqu'ici. Donc, mais on était en collectivité, donc c'était quelqu'un qui disait machin, réveille-toi peut-être, je sais pas. Il va faire nuit, en gros. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a les réveils, bon, on les a. Les gens maintenant peuvent en mettre plusieurs, c'est plus un seul truc qui fait comme ça. Ils mettent des snooze, c'est la fonction répétée. Ça devient très très compliqué de se réveiller maintenant. Et puis il y a très peu d'études, mais en gros, ça fout un bordel de la chimie cérébrale entre la dopamine qui est sécrétée, la sérotonine qui est sécrétée. Ça fait une vieille bouillie qui fait que généralement maintenant les gens se réveillent, ils ont la tête dans le cul, et c'est pas normal. C'est pas normal de se dire tiens, j'ai dormi, je suis censé être récupéré et je suis plus fatigué que quand je me suis couché. C'était pas le cas avant, du coup, quand le réveil était plus naturel. Putain, on l'aura dit dans cette vidéo ce mot. Je sais pas, j'étais pas là au Moyen-Âge, mais j'espère que c'était mieux avant, j'espère que ce sera mieux après. C'est surtout ça, mais je pense pas qu'on puisse tenir de la distance là-dessus, sur un réveil qui est désagréable. On a tous eu l'expérience de se réveiller bien, et c'est quand même, tu commences vachement mieux ta journée. Si on pouvait trouver des techniques pour avoir ça, ça serait cool. Non, vas-y, non, mais du coup, j'allais embrayer sur les hygiènes du sommeil, c'est comment mieux dormir. Mais en fait, c'est que les trois quarts du temps, ce que je fais, c'est que de l'éducation. C'est déjà expliquer comment le sommeil fonctionne. Il y a plusieurs cycles, plusieurs phases. Il y a un côté individuel, c'est à nous de se connaître. Et puis, quand tu le connais, tu sais que la mélatonine, elle est sécrétée. En gros, elle est sécrétée quand il n'y a plus de lumière. C'est comme ça que ça fonctionne. Le soleil, il envoie des photons qui arrivent à notre rétine et qui bloquent la sécrétion de mélatonine. Quand il n'y a plus de lumière, la mélatonine est sécrétée et permet l'endormissement. Mais les écrans, c'est la même lumière en fait. Voilà. C'est de la lumière bleue, on appelle ça parce que c'est la longueur d'onde qui correspond à la longueur d'onde bleue, c'est 480 nanomètres. Et l'horloge interne qui est dans notre tête, elle sait pas que c'est un ordinateur, elle sait pas que fait pas la différence, d'accord. Donc on prend le PC ou la télé pour un soleil, quoi. C'est ça, exactement. À savoir aussi que globalement pour la lumière et l'intensité lumineuse, en somnologie, en tout cas, on parle de lux. Moi, je ne connaissais pas cette unité avant. Alors, un lux, c'est une bougie allumée à 1 mètre de l'œil. La lune, la nuit, c'est 0,1 lux. Le soleil, c'est 10 000 lux. Et puis, le téléphone portable, c'est entre 100 et 300 lux à 1 mètre de l'œil. D'accord. On n'est pas encore presbyte. Moi, sur mon PC, vous avez des logiciels que vous pouvez télécharger comme ça pour mieux dormir, qui vous fait baisser petit à petit la... Ah, il y a le voisin qui fait de la fraiseuse. Où vous avez donc des logiciels comme ça qui fait baisser petit à petit l'intensité par rapport, histoire de faciliter votre endormissement. Bon, c'est un pis-aller, mieux éviter. Moi, je suis pas sensible à ça, je m'en fous, je m'endors instantanément, mais voilà, en tout cas, si vous êtes sensible à ça, ça existe. Ce qui est important aussi, c'est le côté le rituel du sommeil qui est très important. On le voit chez les enfants, raconter une histoire. En gros, ça doit être un moment le sommeil, c'est un moment à privilégier. Je suis pour le sommeil. Quand on va manger, on met la table, on sert l'eau, on est content. Quand on va travailler, on s'habille, on prend sa douche, on a des rituels pour tout. Faut pas oublier celui du sommeil parce que c'est quand même un tas de notre vie. C'est pas négligé. Et quand on fait tout ça, quand on est habitué, donc quand on met pas d'écran, quand on fait en sorte que la température corporelle diminue, dans le sens il faut pas faire du sport, il faut pas prendre une douche chaude, quand on se prend une petite tisane, on fait nos petits rituels, on peut s'endormir.
il faut rester aussi dans l'idée que on est facilement conditionné, mais ça tu le dis souvent dans tes vidéos, et il faut rester sur l'idée que le lit c'est pour dormir. À partir du moment où tu commences à te dire le lit c'est l'endroit où je regarde la télé et où je dors pas, là on va galérer. Oui, parce qu'après on associe par ancrage hypnotique justement le lit avec un endroit où on n'a pas réussi à dormir et on se recrée quelque chose comme ça. Par exemple, c'est si tu mets plus de 20 minutes ou 30 minutes à t'endormir, tu sors du lit, tu fais autre chose. T'as peut-être loupé le coche, t'as loupé le train. Quand j'étais petit, on me disait ouais, il y a le train du sommeil qui est passé. C'est très vrai. En vrai, soit tu l'as eu, soit tu l'as pas, mais il y en a d'autres. Sur le rituel, comme ça, moi j'avais une internaute comme ça qui m'avait demandé justement pourquoi est-ce que c'était aussi important. Alors moi j'avais fait une réponse plutôt de psy, etc. Mais je vais effectivement parler de la métaphore de la mort. Enfin, je veux dire, c'est le moment où tu perds le contrôle et c'est une petite mort. Donc c'est pour ça que le rituel, il a aussi comme fonction de rassurer, de permettre à l'enfant intérieur de dire oui, mais je vais perdre le contrôle de moi, etc. Et de dire oui, mais ça va bien se passer, ça va être un passage vers autre chose, tu vas revenir, etc. Mais elle dit ah, j'avais pas vu ça comme ça, etc. C'est vrai, parce que il y a un autre truc que les patients me disent souvent, c'est oui, quand je vais dans le lit, j'ai l'impression de tomber, ou au contraire, je me sens pas bien du tout, je peux plus respirer, j'étouffe. Ça, c'est souvent des gens qui ont une dette de sommeil. Quand on est en dette de sommeil, en fait, on zappe le dernier cycle. Souvent, dans le dernier cycle, tu as beaucoup de sommeil paradoxal. Oui, parce qu'il est moins réparateur le dernier cycle, si je me souviens bien. Il est un peu moins réparateur. Il y a souvent du sommeil paradoxal, souvent du rêve, donc c'est souvent associé à une atonie musculaire. D'accord. Et quand on va se rendormir après, atonie, absence de tonus. Absolument raison. Quand on va se rendormir, en fait, on va notre cerveau va reprendre le petit cycle qu'on n'a pas fait. Tu vois, comme quoi le sommeil paradoxal a... J'ai une autre question alors là-dessus, justement. Alors, question moi qui me passionne, je n'ai pas de réponse, je brûle de te la poser. C'est, il y a des moments où on se fait réveiller par un voisin qui fait la fraiseuse ou par je ne sais quoi d'inattendu qui nous sort de notre sommeil en plein milieu d'un cycle, puisque il y aurait donc des cycles dits circadiens, donc où la moyenne est autour d'1h30, mais entre 1h15 et 2h selon les gens, quoi. Mais t'en as 3 à 6 par t'en as 3 à 6 par nuit. Voilà, parce que moi je sais que quand j'étais en fac de psycho, je devais fournir beaucoup, parce qu'à la fois je travaillais, j'étudiais et j'avais ma pratique des arts martiaux à côté, etc. Donc j'avais des journées de fou. Donc c'est pendant cette période-là où j'ai beaucoup travaillé sur le sommeil et le sujet m'a beaucoup intéressé en mode optimisation, etc. Et donc, bref, excuse-moi, je vais revenir à ça, mais j'ai beaucoup travaillé sur les cycles. Ça, c'est une des rares techniques que j'ai gardées de cette époque. C'était de connaître la durée de mes cycles. Moi, mes cycles ils font 1 minute 28, etc. Et donc, je m'endors à 2 minutes près. Et pour peu qu'on ait les bonnes techniques, on en reparlera peut-être après, pour à peine poser la tête sur l'oreiller et que ça tombe, et ça permet de... Dans le sens où je sais que si jamais par exemple j'ai raté mon cycle, à la limite je préfère rester réveillé 1 heure de plus plutôt que parce que je sais que sinon ça va pas marcher ou je vais me réveiller avec la tête dans le cul. Ça c'est une des rares techniques moi que j'ai expérimenté et qui pour moi marche super bien. T'as absolument raison pour le coup. C'est vraiment ça pour on en a peut-être parlé au début, mais pour le sommeil et comment l'architecture du sommeil, globalement t'as... Je sais pas dans ton sens peut-être. Non, dans le sens des internautes, c'est mieux. Dans le sens des... ça revient quasiment même. Globalement, on est réveillé, donc c'est un hypnogramme, c'est un graphique, on fait le schéma. On a un sommeil lent, léger, puis un sommeil lent profond qui est grand en début de nuit, puis un sommeil paradoxal où on rêve, qui est court en début de nuit, puis tac tac tac, on redescend, et ainsi de suite. Et on en fait comme ça 4-5. Donc là, connaître ces cycles, connaître cette durée, c'est mieux. En lendemain de garde, par exemple, pour nous, c'est ça, moi je fais soit 1h30, soit 3h en fonction du temps que j'ai pu dormir. Voilà. Parce que si tu te réveilles en sommeil lent profond, donc quand tu es là, tu vas te réveiller, mais horrible, c'est des réveils confusionnels, et en fait ça correspond à l'état d'un somnambule quand tu te réveilles. En fait, il se réveille là-dedans. Quand tu te réveilles en sommeil paradoxal, c'est horrible, c'est vraiment où t'avais pas de tonus, donc là c'est dur. Donc à la fin du sommeil paradoxal, normalement tu as un petit éveil, un micro-éveil, et là c'est le mieux parce que c'est là où tu es le plus en forme. Ou alors se réveiller juste avant le sommeil lent profond, et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait faire des siestes de 5 minutes ou de 20 minutes, parce que ça correspond au petit escalier. C'est ça. C'est ça. Alors justement, j'avais beaucoup testé ça, moi je me faisais des siestes flash de 20 minutes entre, tu sais, quand j'avais 1 heure de trou, j'allais me planquer comme ça dans un endroit de la fac sous un escalier comme un clochard, mais c'était vraiment en mode dormir, comme ça, etc. Bon, et alors justement, donc la question, je reviens à la question là qui me brûle tant, c'est quand on se fait sortir de ces cycles de sommeil, notamment dans les pires moments. Souvent, si jamais on se rendort tout de suite, on arrive à nouveau à y retourner, on est sorti et hop, et on y retourne tout de suite. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps, si c'est une question de temps, ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire si on veut se garder la possibilité d'y retourner tout de suite?
Tu vois ce que je veux dire? D'accord, dans le sens où par exemple tu te réveilles dans un rêve et puis tu t'es réveillé puis tu pour Bah, tourner directement. ouais, ou moi par exemple j'ai très souvent, parce que je suis un gros consommateur de livres, hein, c'est pour ça que j'essaie de vous en conseiller, et le nombre de fois où le facteur le matin il me sonne en me disant ah j'ai un colis pour vous et je ressors comme ça, etc. C'est qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire pour essayer de retrouver tout de suite mon site. Alors pour le coup, c'était ça la question. Ouais. Alors pour le coup, j'en sais rien. Ok. À part ne pas me prendre le soleil dans la gueule peut-être. Non mais oui, mais ouais, ça serait comme ça. C'est bah si tu fais pas de sport, je pense que si si t'évites de trop faire travailler le conscient, ça devrait aller. Si tu restes vraiment des activités procédurales, un peu comme la somnambule, genre juste ça, hein. ouvrir, fermer la porte, des trucs en fait très basiques, quasiment réflexiques, je pense que tu peux te rendormir facilement. À partir du moment où tu dois faire une réflexion, là c'est foutu, on remonte et on change. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense qu'on remonte, je pense que ça va être ça. Mais je l'avais d'instinct, mais ça va mieux en le disant avec toi. J'imagine. Enfin, en tout cas, ça me paraît cohérent. C'est de mon expérience, c'est comme ça que ça se passe. Ah non, mais moi, quand ma femme me réveille le matin en me posant une question, genre où est-ce que t'as mis le truc, tu vois, elle me flingue le. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ok. Bon, voilà, c'est beau, ils ont toute ma vie sur internet, c'est bien. Ça me fait penser en fait pendant l'Antiquité, c'était Artémidore, l'Onérocritique, c'est un bouquin qu'il écrit qui reste encore, qui a été pris souvent par Freud parce que quand il regardait les rêves. Et en fait, à cette époque-là, il s'amusait à faire les incubations. Je sais pas si tu connais ça. Non, pas trop. Alors en fait, il mettait les mecs qui avaient du mal à dormir ou qui voulaient un présage dans des temples. Il les faisait dormir sur des petites tables, ou je sais pas où c'était, mais il les faisait dormir dans le temple. Et en fait, il les réveillait pour savoir à quoi ils réveillent. En fonction de ce qu'ils réveillent, il pouvait leur donner un présage. Ah, t'as vu un dieu ou t'as vu ta maman, tu vas. Et pour le coup, il demandait pas à quoi tu rêvais. Il disait pas. Il disait pas à quoi tu rêvais, il demandait juste qu'est-ce que vous voyez. Donc peut-être, et après les mecs arrivaient directement à se rendormir. Et il y a une grande différence entre à quoi tu rêvais, donc attends, rêver c'est quoi, machin à dire, et qu'est-ce que tu vois. Où là le mec peut directement dire bah allez je vois ça, ok. Il le laissait dans cette espèce d'état qui était plus propice, d'accord. Ça me rappelle justement d'autres exercices comme ça d'hypnomachie, parce que plein de gens me disent mais c'est quoi l'hypnomachie, ça c'est un ensemble, c'est aussi une pratique là-dessus. Et un des exercices qui suit l'exercice précédent dont je parlais, c'était le fait de avant de se coucher, de se dire ok quand je vais rêver consciemment avec toute la pratique du rêve lucide, d'essayer de, alors qu'on est dans un des états de, je dirais pas de faiblesse, parce que c'est pas faible, fort, ça n'a aucun sens. Mais l'altération de la conscience. Voilà, dans un état très altéré, voilà, merci, d'essayer de garder un observateur intérieur et de dire tiens, j'en sais rien, tiens, je suis en train de courir avec mon précepteur d'impôt qui me court derrière, etc. Ou avec Jean-Luc Mélenchon qui veut m'étrangler, j'en sais rien, vous choisissez ce que vous voulez qui vous fait peur. Et de se dire, et si jamais je pouvais voir le truc, et moi je sais que depuis des années que je m'entraîne à ça, le nombre de fois où en plein rêve, sur des moments où des choses qui racontaient des choses de mon histoire, et des choses comme ça qui n'étaient pas forcément maîtrisées, d'essayer non pas de maîtriser la chose, mais au moins de renseigner le rêveur sur le fait qu'il est en train de rêver, et que c'est pas grave, c'est un rêve, donc vis ton rêve, fais-le, c'est pas grave. Et que comme ça renforce une capacité dans le quotidien à sortir de transe alors qu'on est en train de se faire happer dans des choses. Et c'est pas facile du tout. Il y a un sociologue, Bernard Lahire, qui parle de ça, et je crois que Toby Nathan aussi en parle, comme psychologue qui s'intéresse au rêve, qui parle du fait, parce que tu parlais d'être conscient du rêve, et eux ils mettent l'idée à un doigt sur un truc, j'ai fait c'est pas bête. À partir du moment où on se souvient le lendemain de ce rêve, c'est que quelque part on y était conscient. Parce que c'est au moins un minimum pour que ça soit encodé. Après l'histoire du rêve lucide, c'est d'y être pendant. Pour moi c'est très compliqué. Enfin moi j'ai trouvé ça compliqué d'en faire et j'en fais pas des masses. Mais c'était pour le coup tout un travail de se dire bon il faut que moi je décrire ses rêves, de comprendre ses rêves, et puis en fait de trouver ce qui se passait. Par exemple pendant très longtemps je portais une montre, et donc quand je rêvais j'avais une montre, et puis quand j'ai arrêté de porter la montre, dans mes rêves j'avais toujours ma montre. Et donc là c'était bien de pouvoir être sérieux. On est dans Inception, on est complètement dans Inception là. Là, donc c'était sympa, c'était d'accord. Maintenant on bouge pas, parce que quand tu commences à bouger un peu trop dans ton rêve, soit tu te réveilles, soit ça finit pas trop bien. Mais parce que il y a 2 ans à peu près, je crois, si ma mémoire est bonne, mais justement il y a des études qui sont sorties là-dessus pour essayer de proposer une espèce de théorie alternative à qu'est-ce que c'est que le rêve, parce qu'avant, à part Freud, on n'avait pas grand-chose. Enfin, en gros, on avait des gens sur la base d'une subjectivité pré-rationnelle qui disaient ça doit vouloir dire ça, et des choses comme ça. Là, il y a des scientifiques qui ont proposé des modèles rationnels
là-dessus. Je n'ai pas encore eu la chance de tomber sur des modèles transrationnels, c'est-à-dire qu'il faut une espèce de synthèse entre subjectivité et objectivité de la chose, c'est-à-dire que où on est dans un truc complètement mythologique, sans recours à la Terre et à une forme d'ancrage, ou alors dans un truc totalement déshumanisé de processus réductionnistes cérébraux, tu vois. Alors peut-être que j'ai le mix entre tout ça. Alors je reprends l'idée de Michel Jouvet qui l'attire un peu de Jung. Tu sais, Jung, il y avait tout un truc dans le sens où pour lui le rêve nous permettait de garder une individualité par rapport à toutes les interactions sociales qu'on pouvait avoir et de rester nous-mêmes. Michel Jouvet, qui lui était bien plus neurobiologique, reprend un peu cette idée-là dans le sens, non, le rêve en fait a une fonction épigénétique. Et que globalement, dans la vie de tous les jours, tu as des interactions, que ça peut être tu vois, un parfum, ce que tu veux, ou la pollution, donc on doit rester un petit peu nous-mêmes et que le rêve faisait ça. Rajouter en fait, remanier un petit peu tes neurones pour globalement rester ce que tu es et que tu sois pas trop transformé. Il y avait cette idée qui était pas mal, j'ai pas plus d'infos là-dessus, mais je la connaissais pas. Voilà, un peu comme le rêve comme préservation du psychisme, pour là on est un petit peu psychanalytique, mais tu vois. T'es en train de finir ta psychiatrie, donc on va en profiter, on va quand même en profiter aussi. Mais voilà, il y avait de ce côté-là un peu épigénétique, ils n'ont pas encore fait d'études dessus, mais l'idée n'est pas dénuée de sens. Sachant qu'on voit très bien, dans le sommeil lent profond comme dans le sommeil paradoxal, sur l'étude chez les rats ou les souris, qu'il y a un remaniement des axones, il y a un remaniement les axones, c'est ce qui relie deux neurones, qu'on voit globalement qu'on casse. On casse des liaisons qu'on avait avant, on en récupère d'autres, mais il y a toujours quelque chose qui reste. Toujours. Et qui est remanié, mais qui reste tel quel. Oui, parce que l'hypothèse pré-rationnelle, donc Freud et compagnie, c'était effectivement des interprétations symboliques, etc. L'hypothèse donc rationnelle, là, que j'ai évoqué tout à l'heure pour les internautes, s'ils ne l'ont pas vu, ça c'était qu'en fait le cerveau, un peu à la manière d'un ordinateur, renvoyait de l'influx nerveux en général en vrac, histoire de voir quels étaient les réseaux de neurones qui avaient été utilisés durant la journée, histoire de dire ah ça a été bien myélinisé. La myéline, c'est un réseau myélinisé, on va dire pour simplifier, c'est un réseau qui a été bien utilisé dans la journée, qui a été renforcé. C'est le périph'. Voilà, c'est le périph', c'est-à-dire que et donc du coup le cerveau renvoyait comme ça de l'influx nerveux et les réseaux qui étaient bien myélinisés étaient encore plus renforcés, ce qui explique qu'on rêvait souvent de ce qu'on avait fait pendant la journée, mais de façon anarchique, réarrangée, un petit peu autrement. Voilà. Et donc là il y a cette troisième possibilité que je connaissais pas. Qui remet la même en fait, c'est juste rajouter en fait, ce qui était myélinisé avant et qui a été myélinisé, on te le garde, on te le maintient à fond, on maintient ce côté un petit peu. Et le reste... Mais dans une optique, je la trouve très intéressante et elle me plaît beaucoup et peut-être on verra pour si t'as la volonté de me redonner quelques sources que je refasse un truc là-dessus, parce que moi ça me parle beaucoup dans le sens où j'aime bien quand tu dis essayer de rester soi-même, c'est-à-dire qu'il y a cette tentative du système nerveux de conserver une illusion du soi, ce qui est pas sans évoquer certaines configurations neuronales de déréalisation et justement de personnes qui sont en deçà du soi et qui n'arrivent pas à l'installer et ça confirme pas mal de certaines de mes thèses, comme quoi justement pendant le rêve on retourne dans cet espace de soi non soi et de... Ouais, qui est assez compliqué parce qu'il y a le moi dans l'espace du rêve il y a le non-soi qui est en fait en effet tu vas voir des visages que tu as vus dans la journée, tu vas peut-être revivre des scènes et puis l'interprétation ou les trucs bizarres qui vont s'y passer ou que tu vas pas vraiment comprendre, qui vont rester pré-rationnés un petit peu, là il y a du soi, il y a en effet ce petit mélange. Pour moi je trouve ça, j'ai du mal en tout cas personnellement à accepter le fait que ça soit juste purement mécanique avec un influx nerveux, ça me convient pas. Je pense que c'est bien plus parce qu'on a tous eu des expériences de rêve qui te changent un petit peu au matin, il y a quelque chose. Et rien que pour cette sensation-là, ça doit avoir une certaine valeur. Peut-être que c'est qu'une illusion, mais en tout cas, elle est belle. Ah, je suis bien content. Si en plus de faire vidéo, j'apprends des trucs, c'est vachement bien. Ok. Écoute, merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de nous communiquer, des choses comme ça? Moi, je me souviens d'une chose que j'avais envie de témoigner comme ça avec les internautes. C'est justement où à l'époque où je me mindfuckais la tête pour essayer, notamment en hypnose. J'essayais moi de m'hypnotiser pour dormir moins. Je disais à mon subconscient que ça allait marcher. Et en fait, ça n'avait pas du tout marché. C'est-à-dire que sur le moment... j'arrivais effectivement à dormir vachement moins, mais derrière je sentais que mon inconscient il arrivait avec la dette, avec le gourdin de la dette, genre c'est pas toi le maître à bord Coco, genre moi je veux bien. Donc à la fin j'étais obligé de dealer comme on deal avec un grand frère quand on a envie d'aller sortir en soirée en mode allez laisse-moi sortir s'il te plaît je te ferai ça, mais qu'au final c'était toujours lui qui avait raison à la fin, et à la fin je finissais, les seules inductions hypnotiques que j'arrivais à me faire c'était ouais je vais dormir 5 heures, d'accord, promis ce week-end je te fais 2 grasses mat de midi, promis s'il te plaît, laisse-moi, mais c'était vraiment à ce niveau là et j'ai jamais réussi
Enfin, pour moi, dans mon expérience, ça a été totalement un cul-de-sac, l'hypnose pour moi dormir. Ça a été plus souple, par contre. Ouais, d'accord. Voilà, pour qu'il y ait un peu de souplesse. De ce que je sais là-dessus, c'est globalement, on va repartir de ça, mais au niveau de l'influx cérébral, au niveau des ondes cérébrales, quand tu es réveillé, là on a les yeux ouverts, on a des ondes bêta qui sont assez rapides, c'est 12 à 14 Hz. Dès qu'on ferme les yeux, on est en alpha, c'est un peu plus lent, puis après en θ, 4 à 7 Hz, puis après en delta, donc c'est le sommeil en profond. De ce que je sais, mais ça, j'ai pas trouvé de publication, c'est un collègue qui m'en a parlé, l'enregistrement polysomnographique de patients qui se mettent sous hypnose ou qui ont été hypnotisés pour s'endormir et pour dormir, en fait, on va avoir un rythme alpha. Alpha, mi-θ, mais en tout cas, ils vont jamais avoir le rythme lent récupérateur. Et il n'y a rien de plus difficile que de lutter contre la pression de sommeil. On la sent bien quand on est devant un film et qu'on est comme ça, ou quand on a fait Nuit Blanche. C'est très compliqué. Le record du monde, je crois que c'est 11 jours, et déjà le mec était volontaire, bon, c'est biaisé, et puis il a fini pas très bien. Mais c'est très dur. Au final, c'est ça qui est bien avec le sommeil, c'est que ça, quelque part, nous dépasse, et dépasse toutes les idées qu'on peut en avoir. Après, effectivement, c'est une technique aussi classique. J'ai un internaute qui m'a demandé ça ce matin, et puis on va faire une vidéo là-dessus. Mais sur les mécanismes de conditionnement sectaire, la privation de sommeil, c'est quand même un classique. Parce que quand on dort pas pendant longtemps, on réactive justement ces zones. On va être en zone. Globalement, quand on est en dette de sommeil, on va être en zone survie un petit peu. Et on est plus influençable. On est complètement plus influençable. On est complètement en symbiose avec les gens et on n'a plus la barrière du soi qui dit ça ne me va pas. En fait, on réagit de façon automatique et quand on réagit de façon automatique, on dit oui la plupart du temps. Exactement comme quand tu sais, t'as la porte où il y a écrit tirer et que tu la pousses et que t'as ce petit moment de faiblesse, si quelqu'un te dit saute, bah, tu vas sauter. C'est exactement dans ce sens-là. Et puis, on le voit bien aussi, la dette de sommeil. Déjà c'est un risque accidentel qui est bien plus élevé, là c'est prouvé, le travail posté aussi, et puis même le fait de ne pas dormir pendant très longtemps, à la fin, après 12 heures sans dormir, enfin, faut pas que je dise de bêtises, mais quand tu as plus de 12 heures de travail, donc tu es de 8 heures à plus de 8 heures, et ben globalement tu as ton risque accidentel qui est augmenté de 150%. Donc tu peux te dire que si c'est plus de 150%, le risque que je fasse un accident avec ma voiture ou avec ce que tu veux, le risque que j'ai un mauvais jugement par rapport à ce qu'on me dit et que j'accepte tout, doit être très élevé. Par contre, au niveau de la recherche, c'est très compliqué d'évaluer ça, quoi. Pour des questions éthiques, notamment. J'imagine. Ok. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un petit pouce comme ça, à éventuellement la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie et nous soutenir sur Tipeee. Si vous avez des questions supplémentaires à poser à Romain, vous pouvez les mettre en commentaire comme ça, et puis il vous répondra s'il a le temps, l'envie, et voilà. Avec plaisir. Salut Internet! Salut Internet!